notre association du personnel est très heureuse d'accueillir à nouveau Monsieur Henri Guillemin. Il y a 3 ans, il nous avait passionnés de l'affaire Dreyfus, une affaire qui a ébranlé la France au siècle dernier, et c'est aussi un des sujets qui a aussi ébranlé la France, je dirais même l'Europe. Je crois que c'est une insulte de le présenter, vous le connaissez tous puisqu'il est déjà venu ici, et pour ceux qui suivent ses conférences sur le petit écran, et je vais tout de suite lui donner la parole. Alors, Voilà. je me mets là devant, alors il Non, faut... vous pouvez vous balader. Et puis C'est ça un alors, émetteur, c'est un qu'est-ce que émetteur. j'en fais de ça? C'est un Je le laisse émetteur. comme ça? Oui, vous le laissez comme Bon. Eh bien, l'image traditionnelle de Robespierre, vous la connaissez, enfin, telle que je l'avais apprise moi-même dans les livres de Louis Madelin, qui faisait autorité quand j'étais étudiant. L'image d'un incorruptible, c'est entendu, mais en même temps une espèce de pion âcre, enfin, un fanatique glacé, une espèce de cuistre guillotineur, si vous voulez. Alors, immédiatement, on opposait le visage de Danton, en vous disant, oui, bien Danton est beaucoup moins incorruptible, mais Danton, c'est tout de même l'homme de l'audace, encore de l'audace, c'est un homme duquel sortait une chaleur humaine, tandis que ce petit monsieur propret, mais aux mains sanglantes, quelle horreur. Mains sanglantes, ça me fait penser à l'image que j'ai vue en entrant, où le nom de Robespierre est accompagné de sang qui coule. Alors, est-ce exactement comme ça qu'il faut le voir? J'en suis pas sûr, et je peux vous dire que depuis un certain nombre d'années, cette ancienne image s'est déjà pas mal modifiée. C'est Mathiez, le premier, qui était le grand rival d'Aulard, vous savez, à la Sorbonne, Mathiez. Après lui, monsieur Soboul, qui a le même prénom, Albert Soboul, Jean Massin, qui a fait un très bon Robespierre, et puis tout récemment, enfin il y a 2 ans je crois, M. Max Gallo, qui a aussi rapporté un Robespierre dont la physionomie est modifiée par rapport à l'image traditionnelle. Et bien je vais tenter de vous présenter Robespierre tel que je le vois. Alors pour ça, il faudrait regarder ce que c'est que le mouvement de 89, pour voir l'insertion de Robespierre. Eh bien la chose importante à vous dire, citation de Michelet. Michelet est un grand écrivain, mais mon estime pour l'historien n'a cessé de décroître. Michelet vous affirme ceci: ce qu'il importe de savoir, c'est à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Et il ajoute même, oui, la Révolution fut désintéressée, c'est là son côté sublime. Je n'en crois plus rien. Voyons, qu'est-ce qui s'était passé réellement au XVIIIe siècle? La formation d'une nouvelle classe, que nous appellerons, si vous voulez, la richesse mobilière. Il y a eu cette grande expansion économique au XVIIIe siècle que vous connaissez, donc il s'était constitué une classe de financiers, d'industriels, de banquiers. Ces gens représentaient réellement une très grande part de la fortune française. Or, ils voyaient que, comme on dirait aujourd'hui, les leviers de commande étaient uniquement entre les mains de l'aristocratie. Alors, ces gens avaient envie de s'affirmer. Et ils avaient même un théoricien qui s'appelait Barnave, qui était un avocat du Dauphiné, un client des Perrier. Les Perrier, c'était de grands industriels de la région. Et Barnave a prononcé en 90 une phrase extrêmement importante, que je crois savoir par cœur: une nouvelle distribution de la richesse appelle, c'est-à-dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Autrement dit, nous qui sommes très importants dans la France, nous tenons à avoir notre part dans la gestion des affaires publiques. L'occasion qui va se présenter pour cette nouvelle classe, c'est la situation financière française en 1689, la banqueroute imminente. Les 2 raisons de la banqueroute sont les suivantes. Il y en a une très célèbre, l'autre qui l'est moins. Raison célèbre, il y avait des parasites qui ne payaient pas d'impôts, et c'était précisément ce qu'on avait privilégié, à savoir l'aristocratie et le clergé. Mais deuxièmement, il faut aussi penser à la politique financière des rois de France, surtout Louis XV et Louis XVI, une politique d'emprunt permanent. Lorsque la France de Louis XVI décide de soutenir les insurgés d'Amérique qui vont donner les États-Unis, il faut de l'argent liquide pour faire la guerre. Necker, Suisse, vous savez, qui est au service de la France, Necker dit: mais tout l'argent que vous voudrez. Naturellement, on fait des emprunts énormes, et je vous dirai entre parenthèses que Necker s'y retrouve personnellement parce qu'il fait semblant d'être désintéressé à ce moment-là, de n'être plus banquier, et il prête jusqu'à 14% à l'État français. C'est intéressant, un ministre des Finances qui fait du 14% personnellement, ce qui lui permettra d'acheter ensuite le château de Coppet. Bon, alors en 1789, vous avez la situation que voici: la moitié, c'est vrai ce que je veux dire, la moitié du budget des dépenses françaises passe aux arrérages de la dette. Situation éminemment malsaine. Alors vous pensez bien que ces industriels, enfin ces grands personnages, ces notables, ne vont pas eux-mêmes faire la révolution et descendre dans la rue. Il leur faut un bélier. Ben, le bélier est tout trouvé, c'est la petite plèbe, c'est le petit peuple. Si vous lisez un livre divertissant, et qui ne voudrait pas l'être, mais qui l'est tout à fait, un livre de M. Gaxot, de l'Académie française, sur la Révolution française, vous y lirez cette phrase surprenante: en somme, en 1689, l'ensemble était cossu. Je
Je vous assure que c'est merveilleux. L'ensemble était cossu. Alors vous voyez, quand on passe à des choses sérieuses, quelqu'un qui, Dieu sait, n'est pas un communiste, j'ai nommé M. Edgar Faure, qui a fait un très bon livre sur la chute de Turgot, et qui a cette phrase très importante, et d'un homme qui sait de quoi il parle. C'est vrai, la richesse française, la richesse nationale française s'était beaucoup accrue au XVIIIe siècle, et cela, écrivait Edgar Faure, avait abouti à faire les pauvres plus pauvres. Monsieur Gottscho, encore aujourd'hui, je crois, doyen de la faculté des lettres de Toulouse, et qui a fait, dans une collection importante qui s'appelle les 30 journées qui ont fait la France, qui a fait le 14 juillet, nous apporte, lui, des chiffres. Alors, je vais vous donner quelques-uns de ces chiffres. Le travailleur, à ce moment-là, c'est quoi? C'est le travailleur des champs, surtout les journaliers. Mais il y a aussi plus de travailleurs des villes que l'on imagine. Il y a déjà des concentrations industrielles. Enfin, le travailleur des champs ou le travailleur des villes gagne à peu près 20 sols par jour au XVIIIe siècle. 20 sols, pouvoir d'achat actuel, 4 à 5 francs suisses, hein, à peu près. Bon. Ces gens ne gagnent leurs 20 sols que quand ils travaillent, bien entendu. Ben, il y a le dimanche et il y a énormément de fêtes chômées. Alors ces gens gagnent leurs 20 sols quand ils travaillent environ 320 ou 330 jours par an. De quoi se nourrissent-ils? Ben, ils se nourrissent avant tout de ce qu'on appelait la miche de pain. On ne parlait pas de kilos à ce moment-là, ça ferait une miche d'1 kilo. Cette miche de pain coûtait 40 centimes, 40 sols, mais en fait disons 40 centimes, en 1750. Elle ne cessera pas, le prix ne cessera pas de monter. Elle va passer de 10 sous à 12 sous à 13 sous, et ce n'est pas par hasard que le 14 juillet, c'est-à-dire le jour où il y a la prise de la Bastille dont je vais vous parler, est aussi le jour où la miche de pain est le plus élevée, elle coûte 14 sous. Alors comme il faut manger tous les jours, même si on ne travaille pas tous les jours, regardez la situation de gens qui dépensent déjà 14 sous pour manger, qui gagnent 20 sous quand ils travaillent, alors qu'est-ce qu'il leur reste pour leur habitation, ou pour leur logement, quoi, ou pour leurs vêtements? Des gens donc très malheureux. Ce n'est pas étonnant que dans l'année 1788, il y avait pas mal de tumultes, des émeutes, des petites insurrections de la misère, et en avril 1789, les États généraux ne sont pas réunis, ils vont se réunir le 5 mai, en avril 89, à Paris, une très violente insurrection qu'on appelle l'émeute Révillon, quartier Saint-Antoine, quartier ouvrier, où il y aura, on fera donner la troupe, où il y aura environ 150 morts. C'est vous dire qu'il y avait là un bélier tout à fait disponible, c'est-à-dire de pauvres gens qui crevaient. Là, les notables qui sont réunis à Versailles d'abord, et puis à Paris après, vous savez, c'est l'Assemblée dite constituante maintenant, les États généraux qui se sont transformés en Assemblée constituante, estiment que tout va bien. Le roi a en effet reculé, on va arriver à faire une constitution, et par conséquent, ces notables, c'est-à-dire la richesse mobilière, a l'impression qu'ils ont gagné. Quand brusquement, le 12 juillet 1789, le roi fait marche arrière, renvoie Necker, qui était au pouvoir et étant financier lui-même, favorisait les financiers, le roi renvoie Necker et met à la place un gouvernement que nous appellerons d'extrême droite, avec Breteuil. Situation dramatique, cette fois la bourgeoisie parisienne, la grosse bourgeoisie, la bourgeoisie d'affaires parisienne, décide de se lancer, pas elle-même bien entendu, mais de lancer le peuple contre la Bastille, qui était le symbole même de l'autocratie. On va armer le peuple, c'est très redoutable, hein. Et c'est dans la journée du 13 juillet 1789 qu'on va ouvrir les Invalides, où il y avait 30 000 fusils, des canons, de la poudre, et on va distribuer des armes aux pauvres gens. On notera par exemple que 2 Suisses, très importants, le banquier Pergaud et un autre banquier genevois qui s'appelle Delessert, Pergaud c'est un Neuchâtelois, sont là parmi les gens les plus incandescents, qui ont ramassé des fusils et qui les distribuent aux gens qui passent devant chez eux. Vous avez Boscari, qui est un agent de change et un futur membre de l'Assemblée législative, agent de change, qui lui aussi ne va pas se battre, c'est pas convenable, mais distribue des fusils. Alors ça y est, le 14 juillet, le roi a reculé, on a rappelé Necker, on a gagné. Attention, on a gagné avec un grand risque, on a armé la plèbe. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces fusils? Alors il faut lui reprendre ces fusils. Et on a trouvé un truc admirable, en effet qui va réussir tout de suite, on avait distribué gratuitement ces fusils à la petite plèbe. On va les lui racheter pour 40 sous. Alors la plupart des fusils reviennent, vous comprenez, les gens qui avaient touché un fusil pour rien, et on leur dit si vous rendez le fusil, vous avez 40 sous, ils rendent leur fusil aux 3 quarts. Mais comme on a peur que ça leur ait donné de mauvaises idées, on va constituer tout de suite, dès le 15 juillet, ce que l'on appelle d'abord une milice bourgeoise, puis le mot paraît tout de même trop nu, on appellera ça une garde nationale, et la garde nationale sera une armée supplétive pour faire tenir tranquille les pauvres. Et cette garde nationale se crée à Paris et se crée aussi en province. Maintenant, comme l'affaire est gagnée, on va faire une constitution. On a annoncé que tous les Français devenaient des citoyens, mais l'abbé Sieyès fait admettre une constitution qui divise les Français en 2 classes. Il y a ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas.
On appellera tout le monde citoyen pour rire, mais il y aura les citoyens actifs et les citoyens passifs. Ça, c'est un chef-d'œuvre d'humour noir, d'appeler citoyen passif, puisque le passif, c'est celui qui n'a pas le droit de vote. Alors, en somme, il n'y a que les possédants ou demi-possédants, ceux qui ont un petit peu d'argent, qui auront le droit de vote. C'est ça, la Constitution. En plus, loi Le Chapelier de mai 1693, à savoir interdiction est faite sous peine de prison aux ouvriers, aux salariés, comme on disait déjà, de se coaliser pour, je cite, pour enchérir leur travail. Défense de se coaliser pour enchérir leur travail, c'est-à-dire interdiction est faite aux salariés, aux prolétaires, quoi, de défendre leurs intérêts. Et comme le 17 juillet 1791, les citoyens passifs se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas, lorsque ce jour-là, après la fuite du roi à Varennes, ils ont demandé la déchéance du roi, il y avait 100 000 personnes à peu près qui étaient réunies au Champ de Mars pour signer sur un registre où les cordeliers, qui étaient des gens d'extrême gauche, avaient déposé une pétition pour que le roi soit déchu. Lafayette, chef de la garde nationale, de la garde bourgeoise, et Bailly, maire de Paris, feront tirer, et sans sommation, sur ce peuple qui est là. Vous savez, c'est une date, ce 17 juillet 91, qu'il faudrait inscrire en rouge dans les livres, au moins aussi gros que le 14 juillet. Le 17 juillet 91, sans sommation, on fera tirer sur le peuple parce qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas en demandant la déchéance du roi. On ne saura jamais exactement le chiffre des tués, vraisemblablement près d'1 millier. Ça, c'est une leçon donnée aux petites gens qui veulent s'occuper de la gestion des affaires nationales qui n'appartient qu'aux possédants. En somme, les constituants sont des voltairiens. Comprenez-moi bien, je ne parle pas du tout de Voltaire au sens religieux. On en parle tout le temps, mais on oublie que Voltaire avait une certaine doctrine politique. Et Voltaire avait affirmé la doctrine que voici un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Ça, c'est une morale d'entretenu. Et bien, c'est la morale de la Constitution. Il y avait un monsieur qui n'était pas d'accord, un seul, un petit avocaillon d'Arras qui s'appelait Maximilien de Robespierre. Il était tout seul à la Constituante à faire des protestations. D'où sort-il? C'est un garçon qui n'a pas eu de chance. Il a perdu sa mère tout petit. Quand il avait 9 ans, son père a disparu. On dit qu'il est allé mourir à Munich, on n'en sait rien. On croit qu'il était parti avec une femme. Toujours est-il que ce petit Robespierre de 9 ans est chef de famille, puisqu'il y a derrière lui 2 sœurs et un petit garçon qu'on appelle en famille Bonbon et qui s'appelle en réalité Augustin. La chance de notre Maximilien de Robespierre, c'est un oncle paternel qui va obtenir pour lui une bourse de l'évêque d'Arras. C'est avec de l'argent ecclésiastique qu'il va faire ses études. Études au collège Louis le Grand, bonnes études, bon travailleur. Il va faire du droit. Et à 23 ans, il va prendre la succession, après un intervalle, la succession de son père qui avait été avocat à Arras. On a quelques dessins de ce très jeune Robespierre. Il a une figure poupine. À 23 ans, il a l'air d'un gamin. Il a des yeux un peu candides. Il a le nez retroussé comme Talleyrand. Et il n'est pas particulièrement ni méchant ni gentil, enfin il est quelconque. C'est un garçon qui n'est pas insociable, qui va dans les bals, qui tourne le madrigal comme tout le monde, mais on se moque un peu de lui parce qu'il a une passion, il parle tout le temps de Jean-Jacques Rousseau. Pas le Rousseau des Confessions de la Nouvelle Héloïse, le Jean-Jacques du contrat social. Il est fou de Jean-Jacques, il vit de Jean-Jacques, il l'a vu et il le dit à tout le monde. Il était né en 58, Rousseau est mort en 78. En 78, Robespierre était encore étudiant à Paris. Rousseau était pas loin, à Ermenonville, chez le marquis du Jardin, vous savez, et le petit Robespierre lui avait demandé une audience. Bien, Jean-Jacques Rousseau est accepté de voir ce garçon. Je ne pense pas qu'il avait tenu des propos sublimes, mais en fait, il avait parlé. Alors Robespierre disait, j'ai vu Jean-Jacques Rousseau. Bon, les gens souriaient un peu. Mais les gens souriront moins lorsqu'ils verront un certain tract, comme nous disons aujourd'hui, que Robespierre avait répandu à la fin de l'année 88, lorsqu'il était candidat aux États généraux, candidat du tiers-État. Je vais vous lire, ce texte est tout court, là, la phrase essentielle, je vais vous le lire lentement. C'est du Robespierre 1688. La plus grande partie de nos concitoyens, la plus grande partie, est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. C'était terrible de demander ça, pas de dire aux gens, vous allez réfléchir aux causes de votre misère. Vous êtes des exploités, vous êtes des malheureux, prenez-en conscience. Vous comprenez que c'était terrifiant. Alors un homme qui dit des choses comme ça se fait repérer tout de suite. Et même il va encore plus loin, il va prononcer un mot terrible à la tribune, il va parler d'hypocrisie, vous entendez, hypocrisie à propos de la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi donc? La Déclaration des droits de l'homme votée à l'unanimité avait pour article principal, vous le savez, c'est assez souvent cité, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Hein, c'est la grande phrase de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors Robespierre dit, ben, nous avons tous voté ça. Mais quelle application en faites-vous? L'égalité? Ah ben je ne la vois pas, l'égalité. Ces hommes qui sont tous égaux.
Alors pourquoi avez-vous distingué les Français en deux groupes, les citoyens actifs et les citoyens passifs d'après leur argent? Ils sont tous libres. Ben, il y a aussi des citoyens noirs, puisque la France avait à ce moment-là encore quelques colonies, surtout dans les Antilles. Il avait demandé l'abolition de l'esclavage. Le lobby colonial était extrêmement puissant à la Constituante, avec Lafayette, entre autres, s'y était absolument opposé. La Constituante a maintenu l'esclavage. Et Robespierre disait, hypocrisie de dire que tous les hommes, puisque les hommes noirs, vous voulez laisser en esclavage. Et puis il y a d'autres esclaves qui ne sont pas noirs, qui sont blancs. Ce sont ces ouvriers auxquels vous interdisez de se coaliser pour défendre leur salaire. Je dis donc le mot hypocrisie parce que ni l'égalité ni la liberté ne sont respectés par vous. Il avait compris aussi ce que c'était que la fédération. Si vous lisez notre ami Michelet, vous voyez, et qui a été beaucoup répété depuis, la fédération, c'est la grande fête nationale française. Ça se passe le 14 juillet 90. Les gardes nationales sont venus se rassembler à Paris. La France prend conscience de son unité. Il semble, paraît-il, que le patriotisme est né ce jour-là. Il ne s'agit pas de patriotisme. Il s'agit de quoi? Du premier congrès armé de la bourgeoisie. Ce sont les gardes nationales qui font tenir tranquilles les paysans ou font tenir tranquilles les ouvriers qui se sont rassemblés à Paris pour dire nous sommes les maîtres parce que nous avons les armes. Et Robespierre va dire ceci, vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Voici des mots de Robespierre. Alors vous pensez qu'il était détesté. Un type comme Mirabeau par exemple qui passait pour un ami du peuple et qui était vendu. Le mot que j'emploie n'est pas un mot de polémique. Il était vendu, Mirabeau, puisque nous connaissons sa vente, son achat. Ça s'est passé en octobre 1789. Il avait toutes sortes de dettes, comme vous savez, et le roi lui avait remis ce jour-là, en octobre 89, 200 000 francs cash, ce qui ferait 1 million de francs suisses aujourd'hui, cash, hein, et 6 000 francs par mois, c'est-à-dire 24 000 francs à peu près, c'est pas mal, enfin 24 000 francs par mois, pour continuer à pousser ses coups de gueule et faire croire qu'il était à gauche, mais toujours voter pour la conservation des intérêts. Bon, alors Mirabeau détestait Robespierre, l'avait repéré comme extrêmement dangereux, et comme Mirabeau était très intelligent et qu'il avait le sens du pittoresque, il avait trouvé une phrase comique, mais pas mauvaise, sur Robespierre, qu'il répétait beaucoup. Quand M. de Robespierre monte à la tribune, il me fait penser à un chat qui a bu du vinaigre, disait-il. Quelqu'un qui n'était pas bête non plus, Dieu sait, la fille Necker, vous savez, la banquière, enfin Madame de Staël. Madame de Staël, en 1816, dira « Je n'ai vu qu'une fois dans ma vie Robespierre, ses traits étaient ignobles. » Oh non, pas du tout. Ses veines étaient d'une couleur verdâtre, dit-elle. Et alors la suite, il professait sur l'inégalité des rangs et des fortunes les idées les plus absurdes. Ah ben j'ai compris, fortune, verdâtre, etc. Bon. Alors je vais vous citer maintenant un texte du Journal de Paris. Il y avait 4 grands journaux à Paris à ce moment-là. Le Journal de Paris du 28 octobre 1889. C'est tout petit. C'est un compte-rendu de la séance de la veille. La séance donc du 27 octobre à l'Assemblée nationale. Cette phrase est inouïe. Elle est donc du Journal de Paris. Hier, monsieur de Robespierre est encore monté à la tribune, point. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler en faveur des pauvres, point, et on lui a coupé la parole. Voilà comment ça s'est passé. Alors le malheureux Robespierre, quand il voit que cette révolution a pratiquement avorté, il s'aperçoit que ce que l'on a appelé la Révolution française, c'est une rixe de possédants, c'est une bagarre de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, mais sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs. Lui, dit Robespierre, cette révolution est ratée, espérons qu'elle va reprendre sous une autre forme, et il propose une mesure suicidaire à ses collègues les députés. Il leur dit, nous devrions décider qu'on ne va pas se présenter à la législative. Vous savez, la Constitution prévoyait qu'il y avait une chambre, qui s'appelait l'Assemblée législative, on allait les lire à la fin de l'année 91, Robespierre, espérant que le changement d'un personnel politique amènerait peut-être au pouvoir des gens plus soucieux d'équité, dit, ben, nous tous qui sommes là, hein, on ne se représentera pas aux élections, on laissera des jeunes gens venir. Comme il fait cette proposition et qui dit, moi je ne me présenterai pas, les autres n'osent pas dire non, alors il est entendu qu'aucun membre de l'Assemblée constituante ne pourra faire partie de la législative. Oui, mais enfin, avec ces élections qui sont censitaires, puisque seuls les possédants votent, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner une chambre de notables, une chambre de grands possédants. La législative est immédiatement dirigée par un groupe de têtes, on s'aperçoit que ce sont les meneurs, enfin les types particulièrement remarquables, qu'on va appeler les Girondins. Pourquoi Girondins? Parce qu'au départ, c'était un noyau de députés de la Gironde. Vous savez, il y avait Vergniaud, qui était une espèce de playboy gascon, qui avait beaucoup de succès féminin à Paris, très beau du reste, un admirable garçon. Il y avait un autre bordelais qui s'appelait Gadet, qui était pas mal, lui, seulement il parlait du nez, alors on l'appelait le canard. Alors il y avait Gadet, et puis il y avait Jean Sonnet.
Alors il y avait donc 3 Bordelais d'abord, et puis à côté, il y avait des gens qu'on va appeler Girondiens, bien qu'ils ne fussent pas de la Gironde, parce qu'ils pensaient comme eux. Il y avait le parfumeur Isnard, qui était du Var, il y avait Barbarou, qui n'avait pas de barbe, qui était marseillais, il y avait celui qu'on appelait, je ne sais pourquoi, le vieux Roland, il avait 57 ans, moi je le trouve tout jeune, et puis il y avait le marquis de Condorcet, il tenait beaucoup à se faire appeler marquis, il disait toujours qu'il était un ami personnel, c'était vrai, de d'Alembert, disons si vous voulez que c'était l'encyclopédiste de service à la législative. Alors ça, c'est les Girondins. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Girondins, qui conduisent la politique française, c'est vrai. Et la législative est élue pour 2 ans. Ben elle ne fera pas ces 2 ans. Elle est élue à l'automne 91 et elle va tomber le 10 août 92 dans les circonstances que vous savez mais que je vais vous rappeler. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces Girondins qui conduisent tout? Ils vont faire une seule chose. Ils vont déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Voyons, là-dessus encore on nous dit, c'est Michelet par exemple, Michelet nous dit pourquoi la guerre? Ah ben voilà, c'est parce que les Girondins étaient des hommes qui adoraient la liberté. Le volcan révolutionnaire jetait ses étincelles sur le monde entier, ou encore, changeant d'image, c'est l'océan révolutionnaire qui déborde. Enfin, soyons sérieux. Bon, alors on nous dit d'autre part, guerre préventive. Ça se fait, des guerres préventives. On savait absolument que les autres allaient attaquer, que les Autrichiens et les Prussiens ne pouvaient pas tolérer cette France en désordre, que la reine était autrichienne et que par conséquent son frère, l'empereur d'Autriche, n'avait qu'une idée, c'était d'écraser les Français. Ce n'est pas vrai. Plus aucun historien aujourd'hui ne soutiendrait que la France était menacée militairement à ce moment-là. Il y avait les émigrés, bien sûr. Ils étaient environ 15 000, qui étaient à Koblenz, vous savez, sur les bords du Rhin. Ils étaient 15 000 sur les 25 millions de Français, c'était pas extrêmement dangereux, ils faisaient beaucoup de moulinets, mais ils n'étaient redoutables que s'ils avaient derrière eux la possibilité d'avoir l'appui militaire des forces autrichiennes et des forces prussiennes. Ça, c'eût été redoutable. Mais précisément, le malheur de ces immigrés, c'est qu'ils ont beau supplier les Autrichiens ou les Prussiens d'intervenir, les Autrichiens et les Prussiens ne veulent pas intervenir. Et même la reine Marie-Antoinette qui a écrit à son frère l'empereur en lui disant « Le plus grand service que vous pourriez nous rendre serait de nous tomber immédiatement sur le corps », l'empereur d'Autriche ne veut rien entendre. Pourquoi? Parce que l'Autriche et la Prusse ont leurs yeux fixés sur l'Est et non pas sur l'Ouest. Sur l'Est, c'est-à-dire la Pologne. Vous vous rappelez le fameux destin de la Pologne au XVIIIe siècle, gâteau que tout le monde mangeait? Non, ils étaient 3 à le manger. Il y avait eu déjà 2 mangements, si je puis dire, et l'Autriche et la Prusse regardaient avec inquiétude du côté de Catherine II, dont les dents étaient très longues, en se disant si on n'intervient pas, elle va tout manger. Alors il faut qu'on garde nos soldats pour une intervention militaire en Pologne. Après, on verra du côté de la France. Donc, rien à faire, ils ne veulent pas s'engager. Tout ce que les émigrés ont obtenu de la Prusse et de l'Autriche, c'est la déclaration de Pillnitz, vous trouvez ça dans tous les livres, déclaration purement platonique, en disant, oui, le moment venu, si notre unité se constitue, si l'Angleterre, qui avait bien envie de rester neutre, accepte aussi, alors on pourrait envisager plus tard, pour ça, une intervention militaire sur la France. Il n'y a pas de danger militaire. Alors, pourquoi est-ce que les Girondins vont faire la guerre? Ben, c'est très intéressant et beaucoup d'histoires ne le disent pas encore. Ils vont faire la guerre pour avoir de l'argent. Pourquoi? La banqueroute dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment est-ce qu'on l'avait conjurée? Vous vous rappelez, à l'automne 1789, la France décide de mettre la main sur les biens du clergé. Et je n'y vois aucun inconvénient, étant donné que l'Église avait 3,5 milliards de biens, ce qui était un peu excessif. Alors comme la situation française était pénible, ben, on prenait l'argent du clergé. Alors on ne pouvait pas jeter immédiatement sur le marché ces 3,5 milliards de biens, et on avait fait pour la première fois, vous le savez bien, des papiers-monnaies, qu'on appelait assignats. Et les assignats étaient gagés par cette fortune ecclésiastique, devenue fortune nationale. Ça s'était passé à l'automne 89, et nous en sommes maintenant à l'automne 91. Et bien la planche d'assignats a déjà tellement bien tourné qu'il y a 1 milliard 900 millions d'assignats en circulation. Et l'assignat commence à perdre de sa valeur. C'est-à-dire qu'en 91, si vous arrivez dans une banque avec un assignat de 100 francs et que vous demandez 100 francs or, on vous donne 80 francs. L'assignat a déjà perdu du 20%. Si on continue, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête, si on continue à faire tourner la planche d'assignats comme ça, dans 6 mois, il n'y a plus de gage. Par conséquent, c'est la monnaie qui tombe. Il faut faire de l'argent. Ben, on ne peut plus en trouver du côté du Curon à tout prix. Mais heureusement, il y a les Rhénans à côté de la France, il y a les Belges qui ont pas mal d'argent, eh bien on va les prendre le bien d'autrui. C'est exactement ça. La guerre des Girondins, c'est une guerre de rapine. Et il ne faut pas que je me mette à affirmer des choses aussi affreuses sans apporter immédiatement des preuves. Alors je vais vous les donner, les preuves. 14 décembre 1791, nouveau ministre de la guerre, il s'appelle Narbonne, il est très bien avec les Girondins. Narbonne, c'est l'amant numéro X de Madame de Staël, elle trouvait plus drôle de faire l'amour avec un ministre, elle l'avait fait ministre de la guerre. Alors, le 14 décembre 1991, il est à la tribune, ce Narbonne, et il dit la phrase suivante, qui est à l'officiel, vous pouvez vérifier. Il faut faire la guerre, point. Le sort des créanciers de l'État en dépend. Ben, on ne peut pas être plus net, n'est-ce pas? Si on ne fait pas la guerre, le sort des créanciers de l'État, il est fichu.
Le 29 décembre 91, Brissot, qui est apparenté, comme nous dirions, apparenté aux Girondins, lui aussi fait cette déclaration. Écoutez bien, la guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Je vous demande de garder la tranquillité intérieure dans un coin de votre mémoire. Indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Alors, il y a toujours ce gêneur, enfin, qui est toujours là pour empêcher de danser en rond, c'est Robespierre, qui va encore faire une protestation pendant 1 mois et demi. Il n'est plus député, puisque c'est la législative, mais il a sa tribune des Jacobins. Et décembre 91, janvier 92, Robespierre fait une charge permanente et à fond contre l'idée de la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit? Son premier argument, c'est si vous voulez faire cette guerre d'agression, vous reniez. Pourquoi reniement? Parce que la Constituante, à un moment où on n'avait pas besoin d'argent, avait accepté, à l'unanimité, de voter une proposition de Robespierre. Ça s'était passé en mai 90, 23 mai, je crois, 90, et Robespierre avait fait voter par la Constituante ceci: la nation française déclare solennellement qu'elle ne fera plus jamais de guerre d'agression. Ce monsieur Gaxot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce gentil livre sur la Révolution française, dit que c'était une sottise humanitaire que proposait Robespierre. Alors je vous demande de réfléchir un instant à ce qui ça serait passé si la France avait réellement fait ce que Robespierre lui demandait. Qu'est-ce que c'était que la politique internationale à ce moment-là? Comme aujourd'hui, c'était la jungle, les gros mangeant les petits. La France, je ne suis pas particulièrement chauvin, mais enfin la France, à ce moment-là, représentait la première nation d'Europe, la plus peuplée, 26 millions d'habitants, celle qui était soi-disant la plus lettrée. Eh bien, si la France avait réellement, à partir de 1790, décidé que plus jamais elle ne ferait de guerre de conquête et de guerre d'agression, il me semble qu'un pas eût été accompli dans le sens de la civilisation. Bon, alors on avait voté parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de guerre. Mais maintenant que la guerre s'imposait pour des raisons financières que vous avez vues, reniement, disait Robespierre, vous avez promis que la France n'attaquerait pas et elle va attaquer. Les Girondins disent, ce que répétera M. Michelet, c'est une guerre de générosité que nous faisons, c'est pour répandre nos idées. Et Robespierre disait, mais parfait, mais envoyez donc des émissaires partout, mais n'envoyez pas des soldats, parce que personne n'aime les missionnaires armés, dit-il. Et les soldats qui vont arriver avec l'idée de la liberté, soi-disant au bout de leur baïonnette, on sait très bien ce qu'ils font, les soldats. Ils vont tuer d'abord, c'est leur métier, ils vont piller, ils vont violer. C'est la meilleure façon de faire détester nos idées. Troisièmement, disait Robespierre, voyons, avec quoi voulez-vous faire la guerre? On ne fait pas la guerre avec une armée sans cadre. Il n'y a plus de cadre. Quand tout à l'heure je vous parlais des immigrés, qui étaient 15 000, c'était quoi les immigrés? C'était presque tous des officiers. Alors je vais vous donner un chiffre encore. C'était sur Bonaparte que j'ai découvert ça. Bonaparte était à ce moment-là lieutenant au 4e régiment d'artillerie, et j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte, je vais lentement, hein, j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte qu'en janvier 91, il y avait au 4e régiment d'artillerie 80 officiers. Janvier, 80 officiers. En novembre 91, il y a 14 officiers. Il en reste 14 sur les 80. Ben, ce qui se passait au 4e régiment d'artillerie devait se passer dans des tas de régiments. La plupart des émigrés avaient émigré, des officiers avaient émigré, donc pas de cadre. Alors Robespierre dit, vous faites la guerre dans des conditions telles que le désastre est infaillible. Et il ajoute, se rappelant ce qu'il avait vu le 17 juillet 91, quand Lafayette avait fait tirer sur le peuple, il dit, faites attention, hein, vous avez réparti les forces françaises en 3 groupes. Il y a l'armée Rochambeau, il y a l'armée Lafayette, l'armée Luckner. Si jamais l'armée Lafayette remporte un succès, craignez que Lafayette ne transforme ses soldats en des prétoriens et ne revienne sur Paris à la tête de ses troupes pour nous imposer le gouvernement de son choix, qui serait la dictature militaire. Et dit Robespierre, il n'y a pas de pire despotisme que le despotisme militaire, ce qui n'était pas mal vu. Bon, alors maintenant, 4e remarque, il dit ce que vous proposez, c'est une guerre de diversion. Une guerre de diversion. Quoi donc? Le prix du pain avait bien baissé à la fin de l'année 89 et encore à 90, donc il n'y avait plus de problème social, les gens mangeaient à peu près. Mais voilà qu'en 91, le problème s'était de nouveau posé, soit que la récolte était déficitaire, soit que des gens aient accaparé les blés, comme l'avait fait Necker, c'était une des origines de sa fortune. Necker accaparait le blé, disait il y a 10 aides, quand le prix était monté, il le remettait sur le marché à un prix supérieur. Toujours est-il que les gens ne mangeaient plus en 91. Alors de nouveau, agitation sociale. Boscari, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'agent de change, en février 92, arrive les yeux hors de la tête à la tribune. Il est maintenant député de la législative, puisqu'il n'était pas député de la constituante. Il était en même temps commerçant, l'agent de change. Bon, il avait un magasin d'épicier. Et il dit, c'est passé une chose épouvantable, ce matin, des ménagères sont entrées dans mon épicerie et ont volé des piles de savon. C'était vrai, c'était une chose extrêmement indigne. Il avait annoncé une augmentation massive du prix du savon. Les femmes ont pris ça très mal, c'était venu voler le savon, ce qui était déjà très coupable. Mais alors, ce qui se passe le 3 mars 92, tout à côté de Paris, c'est infiniment plus grave. C'est à Étampes que ça se passe. Les ouvriers agricoles d'Étampes, qui ne mangent pas à leur faim, sont venus trouver le maire. Le maire s'appelle Simoneau, c'était un petit industriel, c'était un tanneur.
Et c'est la première fois qu'on entend parler d'un mot qui va être si célèbre pendant la Révolution. Ces gens demandent le maximum. Vous savez, aujourd'hui on dit maximum, mais ils disaient maximum, alors je prononcerai comme eux. Ça veut dire quoi le maximum? Ces gens demandent une intervention des pouvoirs publics, soit municipaux, soit départementaux, soit nationaux, pour fixer le prix de vente des denrées de première nécessité, et avant tout le prix de vente du pain. Ça, c'est inqualifiable. Les Girondins disent que c'est intolérable. Ce sont des amis de la liberté, comme vous savez. La première liberté pour eux, c'est la liberté économique. On ne doit pas intervenir sur les marges bénéficiaires. C'est à ce moment-là même que M. Roland, le vieux Roland dont je vous parlais, prononce cette phrase, tout ce que l'Assemblée, la législative, tout ce que l'Assemblée peut faire en matière économique, c'est de déclarer qu'elle n'interviendra jamais. Qu'elle n'interviendra jamais. Alors, comme le maire leur dit, non, non, n'y comptez pas, ça, jamais je ne taxerai le pain, les types qui crèvent le tuent. C'est le premier mort, un des premiers morts de la Révolution, enfin le mort pour la propriété, si vous voulez. Les Girondins sont complètement affolés en se disant il faut faire la guerre. Vous vous rappelez Bristow, la guerre est indispensable à la tranquillité intérieure, puisqu'il y a une agitation sociale. Il faut vite, vite, vite déguiser les soldats en conscrits, les jeunes gens en conscrits, les envoyer à la caserne, les envoyer sur le front, parce que nous pouvons espérer quelques résultats militaires, et surtout, ça fera une ponction sur la classe ouvrière, et tous ces petits prolétaires ne nous embêteront plus, puisqu'ils seront des soldats. Robespierre l'avait vu et le dit. Cinquièmement, dit Robespierre, vous, Girondins, qui attaquez tout le temps le parti autrichien qui est aux Tuileries, c'est vrai, il y avait un parti autrichien qui était le parti de la reine, vous ne voyez donc pas qu'en demandant la guerre, vous faites le jeu de la cour. Michelet, en 1869, dans une postface à son histoire, répondant à une attaque de Louis Blanc, Michelet dira, Monsieur Louis Blanc a repris les calomnies de Robespierre contre les Girondins qui, soi-disant, faisaient le jeu de la cour. Et Michelet n'hésite pas à écrire, la guerre, la cour en avait peur, virgule, une peur effroyable. Alors je vais vous montrer la peur effroyable que la cour avait de la guerre. Vous vous rappelez déjà ce qu'a dit Marie-Antoinette en demandant à son frère d'intervenir militairement le plus vite possible, mais voici une phrase de Louis XVI. Elle est du 14 décembre, c'est-à-dire le même jour où il y avait le discours de Narbonne que je vous citais tout à l'heure. Le 14 décembre 91, le roi de France, Louis XVI, écrivant à son ami le baron de Breteuil, qui a été ministre pendant 2 jours, vous vous rappelez, 13-14 juillet, non, 12, 13 et 14 juillet, et qui est maintenant réfugié à Bruxelles. Le 14 décembre 91, le roi Louis XVI, écrivant à Breteuil, lui dit « L'état physique et moral de l'armée française, l'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle ne peut même pas faire 6 mois de campagne. Conclusion, il faut faire la guerre le plus vite possible, parce qu'il y aura un désastre et qu'on pourra rétablir la situation telle qu'elle devait être en 1688. » Alors le roi va faire que les responsables de l'affaire prennent leurs responsabilités, il va appeler un ministère girondin, et c'est un ministère girondin qui, le 20 avril 92, va déclarer la guerre à l'Autriche. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Dès le 25, désastre, l'armée de Luckner, je dois vous dire entre parenthèses que Marie-Antoinette, par l'intermédiaire de son ex-amant Fersen, avait averti les Autrichiens du mouvement. On a le petit billet où il dit à Fersen, l'armée de Luckner va faire mouvement, avertissez qui de droit. Bon, l'armée Luckner s'avance du côté de Tournai, 2 régiments de dragons commandés par les officiers qui étaient restés sur place, imaginant qu'ils pourraient rendre de meilleurs services en restant. 2 régiments de dragons désertent, les officiers passent du côté des Autrichiens. Les Français, sans doute pour faire aimer la Révolution, brûlent les faubourgs de Tournai avant de se retirer. C'est, si vous voulez, le front, comme on disait, comme on dit, qu'on ira depuis, qui est ouvert. Les Autrichiens peuvent foncer sur Paris, puisqu'il n'y a plus d'armée française, elle s'est volatilisée du côté de Luckner. Ils n'avancent pas. La reine et le roi se rongent les poings en disant « Mais la route est libre, ils ne viennent pas. » Ils ne viennent pas parce que l'affaire de la Pologne n'est pas encore réglée. Alors, faute d'intervention militaire, on peut au moins faire une intervention orale, et tout ce que le roi et la reine obtiennent, c'est le fameux manifeste de Brunswick. Tous les livres d'histoire vous en parlent. Manifeste de Brunswick, déclaration signée, rédigée, mais surtout signée, par le chef du corps expéditionnaire prussien, qui s'appelait le duc de Brunswick, avait collaboré à la rédaction de ce document un Genevois, qui s'appelait Mallet-Dupan, je me demande ce qu'il faisait là-dedans, enfin il avait du style, alors il écrivait. Et qu'est-ce que c'était cette déclaration? C'était une mise en garde adressée aux Parisiens. Si jamais, avant notre arrivée, disaient les Austro-Prussiens, vous faites le moindre outrage au roi et à sa famille, Paris sera livré à une totale subversion. C'est extrêmement dangereux d'écrire ça, puisque les envahisseurs annonçaient qu'ils avaient partie liée avec la cour. Ils comptaient sur des Français terrorisés, se mettant à plat ventre devant eux. Le résultat a été une indignation furieuse des Parisiens en disant, enfin, ça ne passera pas comme ça. Et le 10 août 92, la plaide se jette sur les Tuileries, le roi est déchu, Robespierre, qui est membre de la commune insurrectionnelle, fait voter immédiatement le suffrage universel. Alors oui, ça c'est la Révolution.
Vous savez, quand on dit la Révolution française, il ne faut pas confondre. Hein. De 89 à 92, c'est une fausse révolution, c'est la réformette dont je vous ai parlé, la bagarre des nantis. Mais à partir de 1792, c'est la Révolution. Et Madame de Staël s'y trompera si peu que dans ses considérations sur la Révolution française de 1816, elle écrira « Dès lors, la Révolution changea d'objet. Les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. » Et en d'autres termes, plus imagés, Chateaubriand dira dans une phrase trop peu citée que je trouve admirable des Mémoires d'Outre-Tombe, à partir du 10 août 92, les sabots frappaient à la porte des gens à souliers. Bon, suffrage universel. Qu'est-ce que peut bien être le suffrage universel dans cette France qui est presque totalement analphabète? Il y a 85% des Français qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que quand on annonce suffrage universel et tout le monde peut voter, très très peu de gens votent. Il y avait environ 5 millions ou 5 à 6 millions d'électeurs qui pouvaient être inscrits, enfin qui étaient des Français qui avaient âge de voter. Il y aura 1 300 000, pas plus, qui voteront. La plupart ne votent pas, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, ces pauvres paysans. Et ceux qui vont voter, ce sont ceux qui sont encore dociles à leurs notables, les nouveaux notables. Les aristocrates sont partis, c'est les bourgeois qui ont acheté les châteaux. Alors les bourgeois disent, voilà comment il faut voter. Résultat, sur les 750 membres de la nouvelle Assemblée, cette nouvelle Assemblée qu'on aurait dû appeler la Constituante numéro 2, puisqu'une constituante c'est fait pour faire une constitution et qu'il y a une constitution républicaine à faire maintenant. Mais on n'avait pas encore l'idée de répéter constituante, ça c'est réservé pour des conciles, de mettre un numéro 1, Vatican I, Vatican II. Alors on avait trouvé, à cause de l'américanisme en vogue, on avait trouvé un mot anglais, convention, mais les Français ne savaient pas, alors ils disaient tous convention, hein, alors c'est entendu, on va faire une convention. Alors pour les élections à la convention, pour les 750 membres, alors que toute la France rurale et artisanale vote, sur 750 membres, il y a 2 représentants de la classe ouvrière. Il y a un quart d'heure de laine de Reims qui s'appelle Armonville et un ouvrier armurier de Saint-Étienne qui s'appelle Noël Pointe. C'est tout. Tout le reste, c'est des bourgeois, c'est des notables. Avec les Girondins qui sont là plus virulents que jamais et avec les anciens de la Constituante qui cette fois ont le droit de se présenter. Alors on voit reparaître le Boissy d'Anglas, le Sieyès, en fait tout le vieux personnel est là. Robespierre, qui se rend compte que c'est extrêmement dangereux, qui n'obtiendra pas grand-chose, annonce que, puisqu'on fait une constitution républicaine, il faut mettre un certain article dans cette constitution républicaine sur la propriété. Robespierre et la propriété. J'ai lu dans un certain nombre de livres que Robespierre était un pré-communiste. Moi, je croyais que le communisme était un collectivisme, c'est-à-dire que c'est la nation qui s'empare des éléments de production. Jamais Robespierre n'a songé à ça. Robespierre est rousseauiste, si vous avez eu le contrat social, qui de ce côté-là est assez enfantin. L'idée sociale de Rousseau, c'est que répartition assez équitable de propriété, chacun et son petit lopin de terre. Ben, c'est ça la pensée de Robespierre. Seulement, si Robespierre n'est en rien collectiviste, il dit que la propriété doit connaître des limites. Alors, dans un certain discours, il déclare ceci. Il y a dans votre déclaration des droits de l'homme un adjectif inédit, et il a raison. La déclaration des droits de l'homme à propos de la propriété avait dit la propriété est inviolable, soit, et sacrée. Ah, c'était la première fois qu'on employait un mot religieux pour la propriété. Mais je vous l'ai dit déjà, les constituants étaient des gens positifs, des voltairiens, savaient distinguer ce qui est réel et ce qui est irréel. Alors les choses sacrées et les choses religieuses, ça n'a pas de consistance. La propriété, ça c'est une chose respectable, donc on va mettre sacré. Alors Robespierre dit, vous avez déclaré que la propriété était sacrée. Demandez donc à un négrier, puisque vous n'avez pas voulu abolir l'esclavage, demandez à un négrier sa propriété. Il va vous montrer, dit Robespierre, vous désignez du doigt un bateau. Non, je me trompe, dit Robespierre, un vaisseau flottant, un cercueil flottant. Un cercueil flottant plein de femmes et d'enfants, d'hommes et d'enfants à la peau noire, et il vous dira en toute conscience et appuyé par vous-même, ceci est ma propriété. Ma propriété est sacrée. Robespierre dit, vous savez bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas être propriétaire d'êtres humains. Donc vous voyez qu'il y a une limite à la propriété. Et de même que la limite de la liberté, c'est la liberté d'autrui, de même la limite de la propriété, c'est la vie ou la dignité d'autrui. Je demande donc que la Constitution républicaine marque telle limite au droit de propriété. Hurlement, vocifération. Immédiatement, Barrère propose peine de mort pour, les Girondins aimaient beaucoup jongler avec ce mot, peine de mort pour quiconque proposera une loi attentatrice à la propriété individuelle ou commerciale. Ça, il ne vivait pas, ou commerciale. Et puis, comme on arrive à l'anniversaire de la mort de Simoneau, vous savez, le pauvre tanneur qui s'était fait liquider l'année précédente, les Girondins organisent une grande fête qu'on va appeler la fête des lois. Fête des lois ou fête des morts, enfin en l'honneur du martyr de la propriété. Et pour ce jour-là, les Girondins ont fait modifier les custons républicains, qui, depuis septembre 92, étaient liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est un mot de trop, et les Girondins mettront sur les écussons, ce jour-là, liberté, égalité, propriété. Et à partir du mois de mai 1793,
c'est une offensive, suivez-moi bien, c'est une offensive des Girondins pour appeler la province à se lever contre Paris. Pourquoi? Parce que Robespierre est député de Paris. Parce que dans les élections pour la Convention, si les élections ont été parfaites, de notables très assoupis à travers toute la France, la députation parisienne est entièrement, comme nous dirions aujourd'hui, d'extrême gauche. Il y a là Robespierre, il y a là Marat, il y a Danton, dont je parlais tout à l'heure, enfin des gens redoutables. C'est pourquoi les Girondins disent il faut appeler la province au secours de ce Paris qui est menacé. Et le 8 mai 1893, Vergniaud, montant à la tribune, jette son premier appel de guerre civile. Vergniaud dit « Habitants de la Gironde, levez-vous ! Il n'y a plus une minute à perdre, sous peine de voir les bases de la société se dissoudre. » Cambon, qui est à la fois député et industriel du Midi, Cambon fait à la tribune une déclaration parallèle. « Généreuse population du Midi, levez-vous !» Et ça va aboutir à la déclaration d'Isnard, le parfumeur girondin, du 23 mai, 23 ou 25, je crois que c'est plutôt 25 mai 93, où Isnard, à la tribune, va faire son petit Brunswick. Vous vous rappelez, Brunswick, le Prussien, avait dit si les Parisiens sont passage, Paris sera livré à une totale subversion. Et lui, Isnard, qui est cependant, je croyais, un Français, va dire si la population de Paris se mêle du moindre attentat à l'égard de la propriété, Paris sera détruit par les forces provinciales, puis comme il a le sens du pittoresque, et bientôt, dit-il, le voyageur des bords de la Seine se demandera si jamais une ville s'est élevée là. Alors Robespierre, qui a compris, le soir même aux Jacobins, dit « C'est clair, la situation est maintenant entre les sans-culottes et les culottes dorées. J'appelle le peuple à l'insurrection. » Et le 31 mai, la foule entoure la Convention, exigeant la disparition de 32 députés girondins. Michelet déchire ses vêtements en racontant ça, en disant c'est un attentat. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. C'était extrêmement illégal. Ce sont les représentants de la nation n'a pas voté, ben elle aurait dû voter. Et c'est une toute petite partie de la plaide parisienne qui se mêle de dire nous portons atteinte au suffrage universel et nous voulons l'exclusion de 32 députés. Lamartine, qui ne passe pas pour un esprit violent, Lamartine, dans son histoire des Girondins, dira oui, c'est vrai, c'était parfaitement illégal, mais il y a des mois, il y a des cas, il y a des heures où il n'est plus question de légalité ou d'illégalité, il y a des heures de vie ou de mort, a dit Lamartine. Or, le 31 mai 1893, la situation de la France était telle que si on n'avait pas agi contre les fauteurs de guerre civile, puisque les Girondins appelaient à la guerre civile, c'était non seulement la fin de la République, mais aussi la fin de la France, signé Lamartine. D'ailleurs, il y a des excités comme Hébert, vous savez, Hébert qui dirigeait le Père Duchesne, qui est un journal assez déshonorant, dont Jaurès, dans son histoire socialiste de la Révolution française, dira si la Révolution avait pu être déshonorée et l'eût été par Hébert, Hébert demandait du sang, il demandait qu'on tuât ces députés. Et c'est Robespierre, écoutons du reste, qui s'y sont absolument opposés en disant « Ah non, surtout pas, pas une goutte de sang, je ne demande même pas qu'on les mette en prison. » Robespierre disait « Nous les excluons », qui est déjà très raide, 32 députés qui sont exclus, et on leur demandera simplement de donner leur parole d'honneur qu'ils ne quitteront pas leur maison, pour les aider à tenir leur parole d'honneur, mettre un gendarme dans la maison, mais enfin, ils seront là, quoi, chez eux, tranquillement chez eux. C'est vrai que Lamartine a raison. Il faut que je vous rappelle, la situation de la France à ce moment-là, c'était une des pires que mon pays ait jamais connue. Robespierre s'était méfié des généraux, et il avait quelques raisons, parce que Lafayette, qui commandait un des 3 corps d'armée, quand il avait vu arriver le 12 août, c'est-à-dire la République, avait trouvé cette République inacceptable, et le 19 août 92, donc 9 jours après l'insurrection parisienne, ce chef de corps d'armée française avait déserté. Robespierre était passé de l'autre côté. Il n'avait pas offert ses services à l'ennemi, mais il dit « Je ne me bats plus, je ne veux plus défendre un pays qui ne m'intéresse pas. » Mais Dumouriez, l'année suivante, avait fait bien pire. Le 4 avril 93, Dumouriez, qui lui n'était pas simplement responsable comme Robespierre d'une partie du front, comme Lafayette d'une partie du front, mais de tout le front français, après l'échec qu'il avait subi le 18 mars à Neerwinden, était passé du côté des Autrichiens, entraînant avec lui tout son état-major, dans lequel il y avait un certain petit duc de Chartres qui deviendra Louis-Philippe. L'entrée du roi Louis-Philippe dans la politique française, c'est sa trahison avec Dumouriez. Eh bien, toujours est-il que Dumouriez est passé de l'autre côté, a offert ses services à l'envahisseur, qui du reste ne l'utilisera pas, on le verra reparaître que beaucoup plus tard. Le front était crevé, et à ce moment-là, l'affaire de Pologne était réglée. Et cette fois, les Austro-Prussiens vont avancer. Bon, alors, péril terrible sur Paris. Deuxièmement, le 10 mars 93, et je vous explique la situation fin mai, début juin, le 10 mars 93, tous les départements de l'Ouest avaient pris feu. C'est ce qu'on appelle, d'un mot simplifiant, la Vendée, l'insurrection de Vendée,
Or, vous savez où ça se trouve, la Vendée, à un certain point français, mais en réalité, c'est la Bretagne aussi, il faudrait dire Bretagne et Vendée, qui avait pris feu. Là, je tiens à vous dire très rapidement une rectification. J'ai longtemps vécu sur l'idée que c'était une insurrection religieuse, que ces Vendéens et ces Bretons étaient des gens extrêmement catholiques, qu'ils ne pouvaient pas tolérer la politique anti-religieuse de la Convention, et qu'ils avaient pris feu. Et effectivement, ils vont constituer une armée qu'on appellera la Grande Armée catholique et royale. Ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y avait plus de persécution religieuse en 93, à cause de Robespierre. Robespierre était franc-maçon, il était donc non catholique, mais il ne voulait absolument pas qu'on persécute à quiconque pour ses opinions religieuses. En revanche, en 90, 91, 92, il y avait eu de la persécution religieuse. Quand on avait décidé la constitution civile du clergé, et autant je vous ai dit tout à l'heure que je trouvais normal que la nation prenne les 3,5 milliards de biens du clergé, autant je trouve parfaitement anormal que des laïcs sans mandat décident une réforme de l'Église, ça ne les regarde pas. Il fallait au moins consulter le pape, ou au moins les fidèles, pas du tout, les constituants avaient dit ça se passera comme ça et comme ça. Alors il y avait la moitié du clergé français qui n'avait pas marché, on appelait ça les prêtres réfractaires, et je vous assure que les Girondins, qui étaient furieusement anti-religieux, avaient poussé avec violence à la persécution anti-religieuse. Est-ce que les Vendéens avaient bougé? Absolument pas. Et c'est maintenant qu'on ne persécute plus les prêtres que les Vendéens bougent. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, c'est le 1er mars 93 que les Autrichiens ont enfoncé le front français. Parce que le territoire français est menacé, parce que la Convention vient de demander une levée générale, on n'ose pas encore parler de conscription, mais on dit qu'il faut que tout le monde défende le sol national, et quand on demande aux paysans de Bretagne ou de Vendée de prendre les armes pour aller défendre cette frontière de l'Est, ils ne savent même pas où c'est, pas question. La Vendée et la Bretagne se peuplent d'objecteurs de conscience, des gens qui ne veulent pas marcher, qui ne veulent pas aller se battre. Toujours est-il, ces départements sont à feu et à sang. Et les Girondins, il y a Vergniaud et quelques-uns qui étaient d'honnêtes gens, qui, ayant donné leur parole d'honneur, ont maintenu leur parole d'honneur, n'ont pas bougé, d'ailleurs ça leur coûtera la tête. Mais la plupart des autres, malgré leur parole d'honneur, sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Girondins ont eu à ce moment-là parti lié avec les royalistes et ont mis en insurrection tous les départements où ils étaient importants. Si bien qu'au 1er juin 1693, 60 départements sur les 90 départements français sont en état d'insurrection. Vous voyez la gravité de la situation. Il y a quelqu'un à ce moment-là qui est très important, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Danton. Je n'en ai pas parlé parce que je réservais pour maintenant, et c'est en effet à partir de 93 qu'il va avoir un grand rôle. Autant Robespierre est un fanatique, qui a une certaine idée, enfin il a une doctrine, il a une doctrine sociale, autant il est impossible de savoir quelles sont les idées politiques de Danton. Danton n'en a pas. Danton, c'est un opportuniste. Danton, c'est quelqu'un qui a fait un riche mariage, il épouse une cabaretière de Paris qui avait une propriété à Sèvres, enfin un monsieur déjà opulent, il ne sort pas de rien, lui, Pierre Robespierre n'avait pas le sou, tandis que Danton, son père qui était procureur à Arcis-sur-Aube, avait déjà une certaine fortune, et on voit Danton considérer surtout la Révolution comme une occasion d'avancement personnel, je dirais, si vous voulez, au trouble bonne pêche. Et effectivement, Danton, qui est un disciple de Mirabeau, va être lui aussi acheté. Ne croyez pas que je fais de la polémique. Preuve, le 10 mars 91, Mirabeau est encore vivant, il n'en a plus pour longtemps. Ça, il va mourir le 2 avril, il va mourir entre deux putains, enfin on meurt comme on peut, mais il était encore vivant le 10 avril. Et bien le 10 avril 91, Mirabeau écrivait à Lamarque. Lamarque, c'était un monsieur, un Belge du reste, qui était chargé par le roi de gérer sa liste civile. Le roi avait une belle liste civile, 25 millions de l'époque, ça fait plus de 100 millions d'aujourd'hui, c'était pas mal. Alors avec cette liste civile, il pouvait se payer des collaborateurs. Mais évidemment, plus les consciences étaient élevées, plus le prix était cher. Vous avez vu ce qu'avait coûté la conscience de Mirabeau, à peu près 1 million. Alors le 10 mars 91, Mirabeau écrit à Lamarque, selon vos instructions, hier 9 mars 91, j'ai remis 30 000 livres à M. Danton. Donc Danton est acheté par la cour en secret. Et c'est là où, vous savez, souvent on me dit, vous êtes l'homme des petits papiers, il ne faut pas regarder ça. Les petits papiers, ça apprend des tas de choses. Et M. Mathiez avait été voir les petits papiers d'Arcis-sur-Aube, là où Danton avait sa origine familiale. Et il a trouvé qu'à la fin de l'année 91 et début de l'année 92, Danton s'était très joliment arrondi. Il avait acheté l'ancien prieuré ecclésiastique de Nuisements, il avait acheté Saint-Jean-du-Désert, il avait acheté une magnifique gentilhommière au centre d'Arcis-sur-Aube avec de vastes communs et de grandes dépendances et un beau parc, juste à côté du pont d'Arcis-sur-Aube. Enfin, la Révolution rapportait. On sait par Alexandre Lameth, dont les mémoires parurent sur la Restauration, que Danton politiquement disait comme ceci: je déteste leur sale démocratie, à propos de Robespierre, sale démocratie, je ne veux pas de leur république de Visigoth. Voilà la politique de Danton. Danton était très intéressé par les affaires de fournitures militaires. Aujourd'hui, c'est fini, on ne s'enrichit plus dans les fournitures militaires, mais à ce moment-là, vous n'imaginez pas ce qu'on faisait. Il y avait un certain abbé, l'abbé d'Espagnac, dont monsieur
dont M. Mathiez a suivi les comportements. L'abbé d'Espagnac, qui était un fournisseur militaire, se faisait, suivez-moi, je vous dis les chiffres fournis par M. Mathiez, se faisait de 5 à 6 millions de l'époque, et pas, il ne se faisait jamais payer un assignat, hein, toujours numéraire, 5 à 6 millions par mois de bénéfices dans les fournitures militaires. C'était le meilleur ami de Danton. Danton ne le quittait pas. Et dès que Dumouriez était entré en Belgique, Danton et Dumouriez étaient en cheville. Danton faisait des voyages permanents entre la Belgique et la France. Il avait eu un incident à Béthune un jour où il rentrait dans sa petite calèche personnelle, suivi de 2 fourgons. Les douaniers inconvenants lui avaient demandé d'ouvrir les fourgons. On avait trouvé un fourgon plein de dentelles, un autre fourgon qui était plein d'argenterie. Qu'est-ce que c'est? Danton avait dit ça, c'est des biens nationaux. Ah bon, biens nationaux. Alors il était rentré et cet homme, cet Danton dont je vous parle, avait décidé que la situation devenant très dramatique, et allant devenir très dramatique, il était important peut-être qu'il en profitât. Alors il s'était fait nommer au comité de salut public, que l'on avait créé le 6 avril 1893, et il était devenu pratiquement le personnage le plus important. En avril 80. Mais cette situation dramatique qu'il avait espéré maîtriser devenait de plus en plus dramatique, si bien qu'au renouvellement, le renouvellement était mensuel, chose que j'ai longtemps ignorée. Le comité de salut public est renouvelé mois par mois. Quand on nous dit qu'il a une dictature, minute, et il a une dictature morale, mais il est perpétuellement contrôlé par la Convention, puisque tous les mois, il est ou reconduit ou changé. Le 10 juillet 93, il y a renouvellement du comité de salut public. La situation est devenue tellement tragique que Danton se dit, il faudrait peut-être mieux pour l'instant que je m'esquive, que je me place dans la coulisse. Il ne peut pas le dire ouvertement, il a son idée derrière la tête et il explique à ses camarades, c'était un homme, vous savez, très jovial, qui tapait sur le ventre de tout le monde, qui le tutoyait, qui racontait beaucoup d'histoires graveleuses. Enfin, il avait une grande popularité et il venait de se remarier. Il avait perdu sa première femme, la Cabaretière, en février 93. Il avait d'elle 2 enfants qu'il adorait, il aimait beaucoup ses gosses, il aimait beaucoup sa femme, il la trompait tout le temps, mais il l'aimait bien. Enfin, elle était morte en février 93, et Danton n'est pas quelqu'un qui peut supporter un long veuvage, si bien que veuf en février, il se remarie en juin, il la prend plus jeune, elle a 15 ans et demi, et il explique à ses camarades, oui, il explique à ses amis de la Convention, jouissant de la popularité que vous lui connaissez, il dit, écoutez, tout de même, enfin, je viens de me marier, elle a 15 ans et demi, j'ai tas de choses à lui apprendre, vous allez me donner un petit congé. Alors tout le monde dit, mais oui, Danton, bien sûr, ça y est, il part, le 10 juillet 93, il n'est plus au pouvoir. Et Danton a dit, le seul qui soit digne de me remplacer, c'est Robespierre. C'est un beau cadeau à faire à Robespierre que de lui confier le pouvoir dans une situation pareille. Robespierre se dérobe. Il refuse d'entrer au comité de salut public. Il y a peut-être une raison de peur, oui, parce que la situation était trop dramatique, mais il y a une autre raison que je n'ai appris que dans le livre de Massin, qui est extrêmement éclairant, c'est la santé de Robespierre. Je crois, il me semble bien que Robespierre devait être un tuberculeux. Le 12 juin, aux Jacobins, il avait dit « Je crois que je vais démissionner ». Il y a 5 ans que cet homme était sur la brèche, il est tout le temps fiévreux, « Je n'ai plus la force de continuer mon travail », avait-il dit. Le 12 juin. Puis il avait fini par ne pas donner sa démission, il refuse d'entrer au pouvoir le 10 juillet, il a honte, et le 27 juillet, une vacance vient de se produire, un nommé Gasparin s'est retiré du comité de salut public, tout le monde à l'Assemblée crie « Allez, Danton, allez, Robespierre, à vous !» Il y entre. Il va rejoindre les 3 qu'il avait délégués avant lui, c'était Couthon, c'était Saint-Just, c'était Bon Saint-André, le pasteur Bon Saint-André, qui est un homme très remarquable sur lequel il n'y a pas encore d'études suffisantes. Il va rejoindre ses camarades au comité de salut public le 27 juillet 93, et peut-être savez-vous déjà que quand on va le tuer, le 9 Thermidor, c'est le 27 juillet 94. Donc quand Robespierre entre au pouvoir, il a très exactement 1 an à vivre, et pas un jour de plus. Alors c'est peut-être le moment de regarder d'un peu plus près ce gringalet aux yeux pâles. Eh bien, il habite chez un menuisier, Duplay, vous savez, c'est à partir d'octobre 91 qu'il est là. Les Duplay, papa Duplay, maman Duplay, 2 filles Duplay et un garçon qui s'était engagé, qui avait déjà une jambe de bois, disaient à Robespierre, pour lequel ils avaient une estime passionnée, monsieur Robespierre, venez chez nous. Robespierre a dit, oui, oui, si vous voulez, mais alors je paye. Oh, pas question, avait dit Duplay, quel honneur. Et en effet, les Duplay n'étaient pas pauvres. On dit menuisier, c'est vrai, mais ce n'était pas un artisan menuisier, c'était un patron menuisier qui avait 8 ouvriers. Alors Robespierre accepte d'aller vivre chez eux à condition de payer son entretien. Ils sont très embêtés, mais Robespierre payera, il y tient bien. Alors il s'est logé tout au sommet de la maison, sa petite chambre, c'est une espèce de cellule, vous savez, c'est une chambre mansardée, donne sur la cour intérieure, ça sent le sapin, il y a tout le temps du bois qui sèche là-dedans, et ameublement misérable, volontairement du reste, il y a 2 tréteaux sur lesquels il y a une planche de sapin où il travaille, il a fait mettre des rayons pour ses bouquins, et il y a un lit de fer dans un coin, c'est ça la chambre de Robespierre. Il est vrai qu'il y a des tas de dessins de lui, ce qui permet à ses adversaires de dire qu'il était narcissiste, il se contemplait tout le temps. Mais non, c'est maman Duplay, en tout bien tout honneur, qui était passionnée de lui, et qui tapissait sa chambre d'images de lui qu'on vendait dans les rues. Peut-être qu'il y trouvait plaisir, peut-être, mais enfin c'est vrai, c'est maman Duplay, oui.
C'est un garçon qui n'a pas de femme dans sa vie. Et ça amuse beaucoup Danton. Déjà, Danton savait que Robespierre tenait à payer sa pension, et Danton avait utilisé cette charmante formule. Il avait dû dire que l'argent lui fait peur. Oh, à Danton, ça ne lui faisait pas peur du tout. Mais enfin, Robespierre tenait. Alors, quand Danton avait su aussi qu'on avait beau surveiller Robespierre, il n'avait pas de maîtresse. Pourtant, il y avait les deux filles, là, les deux filles Duplay. Il y en a une qui va épouser un ami de Robespierre, député du Nord comme lui, qui s'appelait Lebas. Ça, c'est Élisabeth. Et puis il y avait Éléonore, qui je crois était assez amoureuse de Robespierre, et maman Dupleur était des folles de joie d'avoir Robespierre pour gendre. Elle lui présentait sur son Éléonore. Et d'après les mémoires d'Élisabeth, il aurait dit à un moment que peut-être, il se marierait après. Et je suis convaincu que quand il disait après, il mentait. Qu'il sentait qu'il n'y aurait pas d'après. Ou bien qu'il allait y perdre la vie, ou bien qu'il allait mourir de sa tuberculose. Ah, au moment où j'en suis venu de la vie, vous savez, je crois comprendre maintenant ce que c'est que les obsédés sexuels. C'est les gens qui n'ont pas connu une tentation plus grande. Eh ben, je vois par exemple un homme comme Lamartine, que j'ai bien étudié, un homme comme Jaurès, que j'ai bien étudié. Il n'y a pas de femme dans leur vie. Parce que quand un type est passionné par une idée au point où il était Robespierre, c'est ça qui compte le plus. Robespierre, c'est quelqu'un qui croyait à ce qu'il disait, et même c'est une phrase bien amusante de Mirabeau contre lui, que j'avais réservée tout à l'heure pour vous la citer maintenant. Mirabeau avait osé dire avec un incroyable cynisme, M. de Robespierre est disqualifié pour la politique, car il croit tout ce qu'il dit, disait Mirabeau. Eh bien, c'est vrai. C'était un homme qui avait une grande idée, l'idée que personne ne s'occupe des écrasés, des humiliés, des déshérités. Eh bien, moi, Robespierre, je voudrais le faire. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va en mettre un coup, je vous assure. Il va commencer, il l'avait déjà demandé à Couthon et à ses camarades, par l'abolition des droits féodaux. Alors, vous devez dire que je déraille, étant donné que chacun sait que les droits féodaux, c'est la nuit du 4 août où ils ont été abolis. Il faut lire, je vous le recommande, la page de M. Michelet à ce propos. C'est magnifique. Jamais il n'a été plus beau, il est saisi de transport lyrique, il finit par crier « Il n'y avait plus à ce moment-là, plus de classe en France, rien que des Français à part entière, vive la France !» C'est dans le texte de Michelet. Vous savez ce qui s'était passé en vérité? Il y avait un certain nombre de châteaux qui s'étaient mis à brûler, parce que les paysans avaient envoyé des délégués, états généraux, ils n'y comprenaient pas grand-chose, mais il y avait deux choses qui les intéressaient, les paysans, c'était de plus payer les dîmes ecclésiastiques et de plus payer les droits féodaux. Les gens étaient réunis, les députés étaient réunis depuis le 5 mai. Après le 14 juillet, où ils ont su qu'il s'était passé de drôles de choses à Paris, les paysans de cette région s'impatientent et disent « et nos dîmes, quoi, et nos droits féodaux ?» Alors comme ils voient que rien ne se passe, ils mettent le feu à un certain nombre de châteaux et même de châtelains, enfin épouvante à la Constituante. Alors dans la nuit du 4 août, comme on sait que ça flambe un peu partout, et qu'il faut jeter sur ce feu, non certes de l'huile, mais de l'eau, il y a le duc d'Aiguillon qui va monter à la tribune et qui va faire une grande déclaration en disant « L'aristocratie est prête à renoncer à ses droits féodaux ». Ce qui fait que les journaux le lendemain, avec des manchettes, il n'y en avait pas, mais enfin un gros caractère, vont dire l'aristocratie est prête à renoncer à ses droits féodaux. Et tout le monde croit que ce jour-là, l'aristocratie y avait renoncé. Mais il faut regarder le texte. Qu'est-ce qu'il avait dit, le duc d'Aiguillon et le duc de Noailles aussi, qui avait parlé ce jour-là? Il avait dit, nous sommes prêts à envisager de renoncer à nos droits féodaux si on nous les rachète au denier 30. Ce qui pour moi était du chinois. Le denier 30, ça voulait dire, si un paysan vient demain chez nous avec 30 annuités de droits féodaux, eh bien c'est fini, il ne paiera plus jamais. Vous voyez un paysan en France qui s'amenait avec 30 annuités de droits féodaux? C'était une énorme plaisanterie, mais ça avait fait croire aux paysans que les droits féodaux étaient supprimés, si bien que les châteaux ne brûlaient plus, enfin qu'une certaine tranquillité était venue. Mais les aristocrates continuaient, ou les successeurs des aristocrates, continuaient à demander leurs droits féodaux. Alors Robespierre, maintenant au pouvoir, dit abolition des droits féodaux. Plus de rachat, abolition. 1. 2. Il voudrait bien faire établir le maximum. Mais comment voulez-vous qu'on fasse établir le maximum par une chambre qui est remplie de grands possédants et de grands notables? Les Girondins, ils sont les plus importants. Et même maintenant, c'est plus les Girondins, mais c'est des gens qui pensent comme eux. Robespierre va uniquement obtenir quelque chose qui est déjà un petit point, à savoir peine de mort, contre les accapareurs de denrées de première nécessité. Quiconque accaparera du blé risque sa tête. Troisièmement, Robespierre, qui est averti par la conduite de Dumouriez et par celle de Lafayette, va faire avec Saint-Just une certaine circulaire que je vais vous dire. L'insubordination des généraux est la pire dans un État libre, dans une république. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un État libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Alors, décision de mettre des commissaires civils à côté de tous les généraux en campagne, non pas pour surveiller leur comportement stratégique, ça ne les regarde pas, mais pour voir qu'ils ne fassent pas le même coup que Dumouriez ou que Lafayette. Et d'autre part, on va reconstituer des cadres qui seront pris dans la petite troupe, c'est là où on va voir sortir, vous savez, les fameux, les Hoche, les Marceau, les Kléber, qui étaient des simples soldats, des sergents, des sous-lieutenants, et qu'on va bombarder généraux.
alors cette fois, on va obtenir en effet un certain nombre de succès. Les Français qui se faisaient battre partout jusqu'alors vont obtenir, grâce à Robespierre et à Saint-Just, et non pas grâce à Carnot, comme on le raconte, Carnot et ses 14 armées. Carnot est un instrument de Saint-Just et un instrument de Robespierre. On va obtenir la victoire de Honscott qui va délivrer Dunkerque, la victoire de Wattignies qui va délivrer Maubeuge, et Hoche est en train de constituer à Strasbourg une armée assez puissante pour reconquérir l'Alsace, sur laquelle les Autrichiens sont entrés. Enfin, Robespierre va supprimer, pour le plus grand deuil de Danton, les fournisseurs militaires. C'est-à-dire que l'État passera directement ses contrats, ne passera plus par l'abbé d'Espagnac et autres. Et il va faire établir 3 usines nationales, les premières, 3 usines nationales d'armement, 2 usines à Paris et une usine à Brest pour l'armement maritime, ce qui fait pousser des hurlements aux industriels en disant quoi alors l'industrie privée est menacée par l'industrie d'État, c'est intolérable. Mais Robespierre jouit d'un tel prestige qu'il n'y a pas moyen de dire le contraire. Alors Danton, qui s'était persuadé qu'une fois Robespierre au pouvoir s'y tuerait, enfin glisserait sur toutes les peaux de Balin, Danton va essayer à 3 reprises de le faire tomber. Je dirais ça très rapidement. Danton va commencer le 1er septembre par une opération étrange que voici. Le 1er septembre, une nouvelle arrive à Paris et je reconnais qu'elle était énorme. Robespierre s'était méfié des généraux à juste titre et il avait oublié, ce qui était un grand tort, il avait oublié les amiraux. Il y avait la flotte française de Méditerranée qui protégeait les côtes de Provence contre la flotte anglaise qui était là. Et le 28 août 93, les 2 amiraux de la flotte française, l'amiral Chosgros et l'amiral Trogoff, avaient rendu les navires français aux Anglais et avaient aidé les Anglais à occuper l'arsenal de Toulon. C'était pas mal de la part de ces amiraux. Alors quand cette nouvelle catastrophique arrive à Paris, Danton y voit l'occasion d'un soulèvement. Et c'est Danton qui réunit le peuple devant l'hôtel de ville en accusant de la manière la plus directe le comité de salut public, puisqu'il n'en fait pas partie et que Robespierre est le numéro 1, le comité de salut public de mollesse. Et c'est Danton qui déjà était l'initiateur du tribunal révolutionnaire créé à sa demande le 9 mars, alors que j'avais toujours cru moi que c'était Robespierre, tribunal révolutionnaire. Non, c'est Danton qui l'avait créé le 9 mars. Ce 1er septembre, Danton prononce la parole suivante. L'heure est venue d'une 3e révolution. Je me demande ce que ça peut signifier. La première, 89, n'était pas une révolution. La seconde, 10 août 92, était la révolution, la seule révolution possible. C'est-à-dire qu'on donnait le suffrage universel aux gens et on se disait d'année en année, tout de même, il y aura moins d'analphabètes. Et avec le suffrage universel, les gens ouvrant les yeux sur leurs conditions et comprenant les causes de leur misère, arriveront peut-être à faire une république d'équité. Mais parler d'une 3e révolution n'était de parler de rien d'autre chose que d'une anarchie. Il était soutenu, Danton, par un individu dont j'ai déjà prononcé le nom devant vous, Hébert, qui était un enragé, un furieux, qui gagnait du reste 30 000 livres par mois, 30 000 francs par mois avec son horrible journal, Le Père Duchesne. Mais Hébert va être contré par son adjoint qui s'appelle Chaumette. Hébert était le numéro 1 de la commune, Chaumette était le numéro 2, qui était un homme extrêmement estimable, qui vivait volontairement dans la pauvreté et qui va défendre Robespierre et qui va dire aux gens ne faites pas ça, ne vous jetez pas, comme le demande Danton, sur la Convention pour recommencer en 31 août. Le même Danton, ce 1er septembre, dit le tribunal révolutionnaire ne travaille pas assez. Il n'y a pas assez de têtes qui tombent. Je demande une tête par jour, dit Danton. Il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Ce n'est pas une phrase de Danton, c'est une phrase qu'il va répéter. C'est le curé constitutionnel de Chalon-sur-Saône, dont le nom m'échappe maintenant, curé constitutionnel de Chalon-sur-Saône, qui a dit il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Et Danton s'en est emparé. Grâce à Chaumette, il n'y aura pas d'insurrection, on ne va pas se jeter contre la Convention, mais les conventionnels auront tellement peur que Robespierre va obtenir d'eux le 9 septembre ce qui n'avait pas encore pu leur arracher, le vote du maximum. Le 9 septembre 93, grâce à la peur qu'ils ont eue, ils consentent à intervenir dans une affaire commerciale et à dire le pain ne se vendra pas au-delà de temps. Et comme une disposition légale n'est appliquée que si on surveille l'application, Robespierre fait créer une petite armée, 4000 hommes, qu'on appellera armée révolutionnaire, mais qui aura du canon avec elle, et ces 4000 hommes passeront leur temps à rôder dans Paris et autour de Paris pour voir si le maximum est appliqué. Deuxième tentative de Danton, curieuse celle-là, vraiment très peu connue, et c'est M. Soboul qui nous l'a révélé. Vous savez, Albert Soboul, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est marxiste et qui est athée, je ne suis ni l'un ni l'autre, et M. Soboul nous a apporté une vraie révélation dans son énorme bouquin de 1400 pages qui s'appelle « Les sans-culottes parisiens de l'an 2 » à propos de la déchristianisation. En octobre et novembre 93, il y a tout à coup, ce que je croyais moi être, une lame de fond dans le prolétariat parisien contre le christianisme. Pas contre le cléricalisme, c'est fini, il n'y a plus de cléricalisme. Mais maintenant, c'est vrai, on va voir des choses comme ceci, Notre-Dame de Paris fermée, transformée en temple de la raison, une persécution religieuse extrêmement violente. J'avais donc cru que ça sortait des profondeurs du peuple, une espèce de haine viscérale contre un christianisme menteur. Ce monsieur Soboul, marxiste et athée,
qui a fait une énorme recherche parmi les procès-verbaux des assemblées populaires de Paris, des Cordeliers, des Jacobins, tous les petits groupes locaux des arrondissements, déclare: j'ai tout étudié, c'est un travail de bénédictin, vous savez. Dans aucun procès-verbal de réunion populaire, jamais, je n'ai vu qu'il fût question de déchristianisation. La déchristianisation est venue d'en haut, est venue d'un groupe de bourgeois, d'antonistes. Le premier qui a lancé l'idée, c'est Fabre d'Églantine. Fabre d'Églantine, qui est un escroc qu'on va bientôt arrêter, c'est lui qui a inventé, vous le savez, le calendrier révolutionnaire. C'est très beau.